Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, Alizée et Sixte prennent la parole. Le projet AGVO est un projet étudiant de voyage engagé sur la thématique de l'eau. L'équipe 2023, composée de Sixte, Alizée et Aline, s'est rendue en Asie du Sud-Est pendant 5 mois pour étudier la pollution anthropique des eaux de surface. Ils ont traversé 5 pays à vélo, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam et Indonésie. Ils ont pédalé sur 5340 km afin de rencontrer 15 acteurs de l'eau, de sensibiliser 482 élèves et de prendre le temps du voyage. Dans cet épisode, je m'intéresse particulièrement à l'aspect humain d'une telle aventure. Comment se préparer à ce gros défi sportif ? Comment monter une telle expédition ? Quel choc de découvrir des paysages de plastique ? Comment accéder à des témoignages sincères quand la censure est présente ? Et bien sûr, comment voyager à vélo ? Je vous invite maintenant à découvrir Alizée et Sixte du projet AGVO 2023 et d'avec eux prendre le temps du voyage sur l'Enthousiaste. Eh bien, bienvenue et bien le bonjour à Alizée Sixte. On est ravis de vous recevoir sur l'Enthousiaste. Pour commencer, la première chose que je propose à tout le monde, c'est de se présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, dans l'ordre que vous préférez. Ok. Merci, Louane, de nous recevoir. Alors, moi, je m'appelle Sixte Martineau-Lagarde, donc j'ai 23 ans. Et donc, je suis étudiant en école d'ingé à AgroParisTech. Et l'année dernière, on est parti en césure pendant 5 mois autour d'un projet qui s'appelait Projet AGVO, donc en Asie du Sud-Est, et on va le développer juste après, je pense. Précisément. Et moi, je m'appelle Alizée Cellier, j'ai également 23 ans et je suis en cours avec Sixte. Et donc, je suis partie avec lui l'année dernière avec une troisième personne qui s'appelle Aline Melot. Et voilà. Oui, du coup, malheureusement, on n'a pas Aline avec nous aujourd'hui, mais on a la chance de vous avoir tous les deux déjà. Donc, dites-moi si je me trompe, mais du coup, alors tu dis AGVO. Moi, déjà, j'ai toujours dit ACAVO, j'avoue, mais AGVO, qui veut dire eau en espéranto. Effectivement. Si j'ai bien fait mes devoirs. C'est ça. Très bien. Donc, 5 mois en Asie du Sud-Est, beaucoup à vélo. Et c'était quoi ? Est-ce que vous pouvez un peu me présenter rapidement parce que moi, je connais, mais du coup, je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas hyper calés sur votre projet. Ok, le but de notre projet, c'était donc de partir en expédition à vélo en Asie du Sud-Est et pour s'intéresser aux thématiques de pollution de l'eau. Donc l'idée, c'était d'aller rencontrer des acteurs, donc des entreprises, des assos et des chercheurs, par exemple, pour s'intéresser à ces questions de pollution de l'eau et à la fois aussi réaliser de la sensibilisation auprès d'un public occidental via nos réseaux sociaux, mais également sur place en allant rencontrer des étudiants et des élèves dans des écoles françaises notamment. Non, hyper stylé en vrai. Non, mais c'est vrai. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va attaquer un peu la discussion en 3 parties. Donc on va discuter d'abord un peu de comment vous avez pensé, organisé le projet. Ensuite, l'aventure. Et en dernière partie, maintenant, finalement. Ouais. Ce qui se passe après. La première chose que je me suis demandé en regardant un peu AGVO, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à l'eau à l'initiale ? Enfin, comment est-ce que c'est né cette idée de partir Alors, en fait, le projet s'est créé en plusieurs étapes. Est-ce que je raconte tout depuis le début, même avant allez-y. En gros, en première année, moi avant, quand on était en prépa, je sais pas si on peut le dire là, mais Louane et moi, en fait, on était en prépa ensemble. Pendant cette période-là, moi, j'avais vu des 3 mecs qui étaient partis en Asie du Sud-Est en sidecar pendant 1 an. Ils avaient pris 1 an au milieu de leurs études pour faire ça, et j'avais trouvé ça dingue en termes de voyage, mais ils avaient rajouté aussi une dimension d'aide sur le terrain auprès de différents acteurs, et donc cette double composante m'intéressait de fou. Et en arrivant à AgroParisTech, il se trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font une année de césure, et beaucoup d'étudiants parmi tout cela qui montent des projets qui allient un petit peu découverte, aller vers les autres, voyage, et des problématiques environnementales beaucoup, mais aussi liées à l'agriculture ou liées à l'alimentation, parce que c'est les domaines de l'école.
Voilà, donc il y avait un peu cette volonté, et arrivé en école, trop bien. C'est-à-dire que les deux se rejoignaient, on nous donnait les clés. L'environnement propice, quoi. Exactement, pour faire ce projet. Et donc à ce moment-là, fin de première année, j'en parlais un peu autour de mes potes, avec mes potes tout autour de moi. Et je t'en ai parlé assez vite avec un autre copain. On s'est dit, en fin de première année, on se dit tous les trois, mais trop chouette, en Donc, fait. Ça... Alizé, toi Alizé et Paul, un autre ami. Et donc on se dit, mais en fait, trop chouette, on ne sait pas encore trop sur quoi on veut partir, mais sur une question environnementale, avec une dynamique très voyage, très aventure, un peu route, et une vraie dimension humaine aussi, d'aller voir les gens qui passent beaucoup à travers la dimension route, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'était fin de première année. Oui. Début de deuxième année, on se dit, on commence à travailler, à se faire des petites réunions entre nous, etc. Et assez vite, en fait, on se dit, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs tous les trois. Et donc, l'équipe se dissout. Tous les trois, Tous les trois, on se dit, en fait... Donc, vous aviez aucune idée que vous partiriez ensemble, finalement? Non, finalement, on s'est complètement séparés. Et ensuite, Sixt a continué à vouloir mener ce projet. Et en fait, finalement, après plusieurs discussions, je suis revenue vers lui avec Aline, cette fois-ci. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment travailler sur le projet Agvo. Okay. Au début, Sixt avait vraiment eu l'idée de travailler sur l'eau. Et je pense que c'est en particulier parce que c'est un sujet qui est pas beaucoup abordé. On parle pas tant que ça de l'eau, gestion de quantité, mais aussi de qualité. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on a accepté de le rejoindre sur cette aventure sur l'eau, qu'on a repris une association qui existait déjà, qui avait été fondée quelques années avant. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancés tous les trois. Globalement, au début, on savait qu'on voulait s'intéresser à l'eau, mais on a progressivement un peu plus cerné la problématique en discutant avec des professeurs, avec d'autres contacts qu'on a pu avoir. Et donc, on s'intéressait, in fine, à la pollution anthropique des eaux de surface en Asie du Sud-Est. Okay. Et pourquoi l'Asie du Sud-Est? Parce que finalement, la pollution anthropique, vous auriez pu aussi aller ailleurs? On a hésité avec beaucoup l'Amérique du Sud à un moment. C'était vraiment deux territoires où il y avait vraiment ces questions de pollution de l'eau. Et en fait, comme on a voulu aussi voyager en vélo, il y avait une question aussi de taille de pays. Donc, on pouvait beaucoup plus explorer de pays en étant en vélo en Asie du Sud-Est qu'en Amérique du Sud. Et également, on était tous les trois assez attirés par ce continent. Vous y étiez jamais allé, aucun de vous Si, Aline, qui est à moitié indonésienne, elle est souvent à Bali, mais pas beaucoup ailleurs. Moi, j'y étais déjà allée parce que ma grand-mère vit au Cambodge. Okay. Et Sixt n'y était jamais allée. Il y avait quand même une petite attache pour vous, pour ce territoire. Il y avait une attache et familiale pour deux d'entre nous, et Sixt qui était ravie de... Moi, j'avais envie de partir, globalement. Mais après, ce qu'on peut rajouter par rapport à l'Amérique du Sud, c'est qu'en fait, les problématiques liées à la pollution de l'eau sur ce territoire sont très concentrées et très importantes. C'est-à-dire que on a différentes de pollutions. Quand tu dis ce territoire, c'est Asie ou Amérique du Sud? Asie du Sud-Est, pardon. Okay. Ce territoire, donc là, en l'occurrence, on parle de Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, l'Indonésie. Mais on pourrait rajouter aussi la Malaisie, qui est juste au-dessus de la Thaïlande. Mais donc, toute cette région recoupe un certain nombre d'enjeux liés à l'eau. Et donc, on peut les citer parce que nous, c'est les 4 qu'on est allé étudier. Donc, les questions de pollution plastique, qui sont énormes là-bas et qui se voient le plus. On en reparlera. La question de manque de structures d'assainissement de l'eau. Donc, les eaux usées qui repartent directement dans les milieux aquatiques. La question de la pollution de l'eau liée à l'agriculture, et notamment l'utilisation encore massive par endroits ou non par d'autres de pesticides. Et la question de l'industrie textile et des rejets d'eau usée, du coup là plutôt liés à l'industrie, notamment en Indonésie et autour des villes de Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Et donc en fait là, il y avait sur un territoire de quelques milliers de kilomètres en itinéraire, toutes ces problématiques passionnantes, mais aussi très graves en termes d'impact. Donc c'est ça aussi qui a poussé le voyage à cet endroit-là. Ouais, ça vous a un sacré projet pour vous attaquer à ces 4 thématiques-là en 5 mois. Donc 5 mois, 5 pays, 4 problématiques à aller voir. C'est beau défi. Passionnant, mais d'un autre côté, qui dit autant de trajets, autant de problématiques, dit on va moins creuser chacune de ces problématiques et on les découvre
assez rapidement chacune. Donc on peut pas aller dans le fond du sujet. Après, c'est quand même, on a eu le temps avec certains acteurs, en choisissant bien nos acteurs, d'aller creuser des leviers d'action, des contraintes par rapport à les actions qu'ils mettaient en place, plein de choses passionnantes. Et puis on s'est rendu compte aussi en amont que, il y a certaines de ces 4 thématiques qui étaient quand même beaucoup plus faciles à aller aborder. Donc par exemple le plastique, il est présent partout et beaucoup plus de monde s'y intéresse. Donc là on n'a eu aucune difficulté à rencontrer des gens qui travaillaient sur ces sujets-là. Pareil pour les questions d'accès à l'eau potable et d'assainissement d'eau usée, parce que c'est quand même des thématiques de santé et qui touchent beaucoup les habitants. Alors que, par exemple, tout ce qui est pollution, par exemple, des industries textiles, c'était des sujets très durs à aller voir sur place parce que c'est beaucoup moins ouvert. On va pas avoir des usines qui nous ouvrent les portes en disant regardez à quel point on pollue. Donc c'était plus difficile d'avoir accès à ces informations-là. Et pareil un peu sur l'agriculture, on a eu moins de, on a réussi à découvrir moins de choses et à aller moins creuser ces 2 sujets-là. Donc finalement, à l'initial, il y avait quand même ces 4 problématiques que vous vouliez documenter, mais le voyage se faisant, les rencontres se faisant, il y en a d'autres, certaines parmi d'autres qui ont plus été approfondies, quoi. Ouais. Ok. Vos projets. Et du coup, quand vous avez dessiné l'itinéraire, etc., que vous saviez que vous voulez rencontrer des acteurs, vous aviez déjà des contacts ou comment est-ce que vous avez fait pour... Ça s'est fait progressivement parce qu'on a eu des contacts en amont, donc ça nous a donné un peu des grands points où on voulait passer. Mais pas forcément des choses très précises. On s'est dit, tiens, on voudrait peut-être aller voir un tel ici et tout. Et après, une fois sur place, on a construit l'itinéraire très gros en passant, en amont, avant de partir. Et une fois qu'on était sur place, on a recentré aussi nos recherches au long de cet itinéraire. Ok, donc vous aviez en gros l'idée, et en fait, après, c'est au fil de l'eau et de ce qui se passait que vous... On avait des grands points de passage. Okay. Avec des acteurs, et du coup ça nous faisait des étapes parce que on fixait quand même des planches de séjour où on serait là à peu près, des fourchettes, on leur disait globalement on sera là à peu près pour 3-4 jours cette semaine-là, et on leur demandait d'être assez gentils et compréhensifs pour fixer une date vraiment précise d'arrivée 1 ou 2 jours avant, parce que voyager à vélo c'est aussi beaucoup d'incertitudes sur ton rythme, les dates, et on avait aussi la volonté de pas tout trop fixer, pour, en fonction des rencontres imprévues au fil de la route, au fil de l'eau, pouvoir changer, modifier notre itinéraire et aller rencontrer des gens passionnants qu'on n'avait pas réussi à contacter avant, parce qu'un tel avait un contact et pouvait nous appeler. Une volonté de rester adaptable pour justement s'adapter au terrain une fois que tu y es et que les rencontres se font. Trop bien. Et pour construire l'itinéraire aussi, on a d'abord choisi un peu les pays dans lesquels on voulait aller. On a aussi fait en fonction des moussons parce qu'on ne voulait pas se prendre trop d'eau sur la tête. Et aussi, une des idées du voyage, c'était de pouvoir avoir un fil directeur d'eau, et donc en fait d'essayer de suivre aussi le Mékong du plus en amont en aval, donc en le rejoignant au nord de la Thaïlande, en le suivant au Laos, en le longeant aussi au Cambodge et en le suivant jusqu'au delta du Mékong au Vietnam. Donc ça a été aussi un fil conducteur sur 3 mois du voyage quand même, de pouvoir suivre le Mékong, qui est le plus grand fleuve d'Asie. Ça, on y reviendra, mais vous aviez vu des différences, justement, en suivant de l'amont vers l'aval, de la qualité de l'eau, de comment ça pouvait se passer sur les enjeux plastiques ou autres? Sur le Mékong, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, comme c'est un très gros fleuve avec beaucoup de débit, en fait, toutes les pollutions sont très diluées dedans, et donc en fait, elles sont beaucoup moins visibles et à l'œil nu et aux analyses, par exemple avec des chercheurs avec qui on a pu parler. Et donc en fait, on n'a pas tellement vu de différence tout au long du Mékong. En fait, ce qu'on a vu principalement, les problèmes autour du Mékong, c'était les problèmes de barrages et d'hydroélectricité et des barrages construits par la volonté de la Chine, qui est encore plus en amont. Donc on avait moins vu de problèmes de qualité justement sur le Mékong. Alors que pas loin du Mékong, il y en avait beaucoup plus. Ok, donc un projet avec cet aspect études plutôt scientifiques, sociaux, et le défi sportif. Et comment est-ce qu'on se prépare du coup à un tel défi sportif ? Soit on se prépare, soit on fait l'autruche. Exactement. Après, de façon pragmatique, par rapport au défi sportif, d'abord, il y a tout l'aspect matériel, bien choisir son matériel, bien choisir donc son vélo, majoritairement, parce que c'est quand même, ça devient qu'est-ce que tu regardes bébé, justement pendant 5 mois. Qu'est-ce qu'on regarde ? Nous, on faisait
à peine de vélo, enfin un peu de vélo, si tu veux, du Véli parisien, globalement dans l'idée. Et encore, Aline, pour le coup, elle qui vit ses parents sont à La Réunion, et La Réunion étant une île montagneuse, en fait, elle en avait jamais fait, si ce n'est quelques sorties de temps en temps. Elle en faisait même pas régulièrement dans sa vie. Mais elle savait quand même tenir dessus. Elle savait faire du vélo, mais elle n'était pas habituée à faire des déplacements à vélo. On était sur ce niveau de base. Ça lui a pas fait. Enfin, elle s'est un peu demandé où est-ce qu'elle allait, mais ça lui a pas fait peur non plus. Et ok, audacieux, c'est bien. Très audacieux. Et donc derrière, on partait pour un trajet à vélo de en gros 5000 bornes. Idéalement, tu pars pas pour un voyage de cette taille-là avec un Vélib. Idéalement, ouais. Idéalement. Mais du coup, on a un peu cherché sur les différents sites, sur des blogs de voyageurs, en appelant des mecs qui avaient fait des gros voyages à vélo à travers l'Europe, des choses un peu de ces ordres de grandeur-là, pour avoir des conseils de matériel, pour avoir des conseils d'entraînement, etc. Et du coup, au fur et à mesure, on est arrivé, qui n'ont pas du tout été suivis à la lettre, mais chacun, voilà. Et effectivement, après, c'est posé la question de l'entraînement. Et là, on a eu des approches un peu différentes, mais tout s'est bien passé finalement. Dans le sens où... Oui. Dans l'idée, on voulait tous s'entraîner avant. Dans la pratique, avec Aline, on a fait donc, je pense, moi, mes 2 entraînements, ça a été 2 séances de 40 km le mois avant, quoi. Et au début, on s'est dit, il faut arriver préparé. Et après, en fait, on s'est dit, de toutes les façons, ça se fera sur l'état. On va commencer doucement, on verra. Enfin, on n'avait pas c'est pas comme si on allait courir un marathon et qu'on devait arriver prêt. On savait que comme on allait faire du vélo tous les jours, ça allait potentiellement aussi, au fur et à mesure, on allait se préparer et prendre de la forme physique et qu'on allait pouvoir avancer plus rapidement après quelques semaines. Moi, cette vision-là m'a fait totalement flipper. Pour le coup, approche totalement différente. Je me suis du coup beaucoup plus entraîné avec des potes. On s'est fait plusieurs week-ends de 200 bornes à vélo. Je dois avoir 500 km dans les jambes avant le départ avec le vélo en question. Dont certains week-ends chargés un petit peu, beaucoup moins que ce qu'on saurait. Mais... Après, tu partais quand même avec un retard physique par rapport à nous. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Et c'est aussi un point à relever en apprentissage. On a fait ça au fur et à mesure et on n'a pas eu de problème physique avant au moins 1 mois et demi de vélo, quoi. Après, on en a eu quelques-uns, mais au début, en tout cas, pas du tout. Et on a pris le pli assez vite. On avait prévu 60 km par jour au tout début, ce qu'on a fait. On pensait que on ferait 60 km par jour pendant 1 ou 2 semaines, le temps de s'habituer à pédaler comme ça en permanence. Et en fait, au bout de 2 jours, on était à 80, 85. Et pendant la plupart du voyage, on faisait en moyenne 85, 90, avec des grosses variantes de 40 km par jour si c'est une petite étape ou s'il y a un pépin de santé, à la plus grosse journée qu'on a fait à 140 km, donc qui était quand même explosante physiquement. Mais... Ouais, en fait, le plus dur avec le voyage à vélo, c'est vraiment de se lancer et de se dire on est capable. Et en fait, une fois qu'on est sur la route, on avance. Et après, on peut s'adapter. Il y a des jours où on est plus fatigué, on va moins avancer. Des jours où on va être super en forme, on va avancer. Et tant qu'on arrive à s'écouter et avoir un rythme quand même correct, il y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et tout ça, c'était permis aussi par le luxe que vous vous étiez offert d'être flexible et adaptable avec ce principe de fourchette et de... Parce que c'est vrai que si c'était beaucoup plus au carré, là, ça aurait peut-être été un peu plus défi à tenir. Mais c'est clair que c'est aussi nécessaire quand tu fais un voyage sportif, quel que soit le mode de transport, vélo, même marche à pied, ça doit être la même chose. À la voile, c'est un peu la même question aussi, parce que tu dépends du vent. Il faut pouvoir avoir une marge d'adaptabilité et il ne faut pas avoir les contraintes temporelles qu'on a quand on part en vacances une semaine où on veut faire telle ou telle chose. Là, il faut savoir perdre, et même si c'est pas vraiment les perdre, un certain nombre de jours. Et la dernière nuit en France, avant de partir, vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous aviez des attentes, un certain imaginaire de ce voyage-là, de cette expédition ? Moi, il n'y a pas eu de dernière nuit en France avant l'expédition parce que j'étais déjà partie 2 mois avant à Singapour pour un stage. Mais donc en fait, j'étais qu'à 1 heure, à 1 heure du lieu de départ, donc j'étais plus du tout à l'autre bout du monde. Donc j'étais déjà acclimatée, à la chaleur, un peu au contexte, l'Asie, tout ça. Mais oui, en fait, jusqu'à la veille, on réalise pas que le voyage va se passer. Moi, c'était encore un irréel, complet. Et c'est un peu comme la nuit après la dernière nuit après le voyage.
t'es là, waouh, j'ai vécu tout ça et en fait, on réalise pas. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus, c'est que, enfin, c'est vraiment une espèce de bulle dans ta vie et t'as l'impression qu'elle va pas exister et qu'elle a pas existé et en fait, c'est quand même, enfin, Tellement elle est loin de ton quotidien et de ta réalité. Ouais. Complètement. T'es d'accord, Sixte, ou toi Je me souviens pas précisément de la nuit. La oui, c'est veille. une façon de parler, mais. Non, mais je suis d'accord avec Alizée sur le fait que, en fait, c'est plein de petites étapes. La préparation, ça a duré quasiment un an à partir du moment où on a récupéré l'assaut. Mais donc même un peu plus si on compte les premiers mois, on s'est dit ok, ben on part, on veut travailler sur ça, etc. Et c'est plein de petites étapes que tu mets au fur et à mesure. Alors forcément. Quand il y a des étapes clés, acheter son vélo, c'est une étape clé parce que c'est bon, tu l'as, c'est un gros truc, ça va être ton moyen de transport pendant 5 mois, il faut pas qu'il casse, voilà. Donc il y a des étapes comme ça où prendre le billet d'avion pour partir, pour y aller, c'est des étapes qui t'ancrent vraiment dans le voyage et qui te disent vraiment. Est-ce que dans ces étapes-là, tu compterais aussi le fait de devoir pitcher le projet pour trouver des financements, trouver des... Oui, effectivement, en amont, il y a eu toute une grosse partie gestion de projet et donc une partie recherche de financement qui est passée à travers beaucoup d'appels à projets et un certain nombre de pitchs pour des entreprises ou des organismes publics ou privés. Et à chaque fois que tu fais ton pitch, en fait, déjà, c'est nécessaire de paraître archi convaincu pour convaincre en face. Si t'es pas convaincu, tu peux pas convaincre. Et à chaque fois qu'on a remporté des appels à projets, et là, ça t'ancre un peu plus parce que d'une part, c'est-à-dire que les gens en face ont cru en ton projet et pensent que c'est réalisable, c'est intéressant, ça va se faire. Et ensuite, ça t'engage aussi par rapport à eux à vraiment le réaliser, soit de façon intellectuelle, soit de façon très, très pragmatique à travers un contrat qui dit globalement, il faut que vous me donniez tant de retours, que ce soit des articles, des newsletters ou tous les rendus qu'on peut faire. Okay. Donc ça, c'était des étapes effectivement qui sont marquantes. Et puis réaliser tous ces appels à projets, ça permet vraiment de bien travailler le projet, d'avoir ses objectifs clairs et de vraiment d'aller travailler chaque petit point et de savoir répondre à chaque question. Et donc, en fait, ça force à nous-mêmes se poser des questions sur comment est-ce qu'on va envisager cet aspect-là ou un autre. Et donc ça, c'était trop intéressant. Et même d'aller pitcher, c'est une expérience... tu m'étonnes. Même professionnellement, ça aide. C'est notre projet, on l'a construit de A à Z. Et là, c'est ça, c'est que je pense que ça vous donne tout un tas de compétences et d'expériences. Ouais. Ça nous sort. Moi, j'avais jamais trop pitché. Si que c'était déjà plus à l'aise à l'oral. Et moi, ça m'a vraiment donné un peu une autre confiance en moi de dire, je suis capable de faire ce genre de choses. C'est pas que les autres qui savent faire ces projets. Et moi aussi, je suis capable. Et donc ça va bien se passer. Okay. Et avant de partir à fond pendant l'expédition, est-ce que vous pourriez me définir ce que c'est pour vous le voyage ? C'est un peu, ouais. Voilà, oh, wow. Silence de mort. Mais je pense qu'on avait un peu la même vision du voyage. Pour nous, le voyage, c'était pas du tout d'aller de point en point, faire les touristes, quoi. Pour nous, la notion de notre voyage, c'était plus qu'un voyage, c'était une expédition. Donc l'idée, c'était, et c'est grâce au vélo, en fait, qu'on a pu faire ça, c'est vraiment par exemple, chaque endroit où on arrivait, on l'avait mérité parce qu'on avait eu un effort physique. Tous les paysages qu'on a découverts, la plupart c'était sur notre vélo, donc on avait le temps de les regarder, d'être imprégné, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque région. Et ça, c'était un peu la manière dont je voyais le voyage et prendre le temps, d'avoir le temps de voir, d'avoir le temps de rencontrer les habitants des pays, d'avoir le temps de découvrir tous les paysages qu'on a vus qui étaient splendides. Et c'est cette définition du voyage que je préfère. Et bon, on a bien sûr fait aussi quelques attractions plus touristiques et ça, mais... Quitte à être là. Tant qu'à être là, autant le faire. Il y a quand même quelques indispensables à voir. Mais voyager, c'est avoir le temps de découvrir pour moi. Belle définition. Sixte, t'es d'accord? Je suis globalement d'accord. Mais après, ça arrive parfois. Moi, en fait, plus que le mot voyage, effectivement, sur la route, je nous considérais comme des voyageurs et pas comme des touristes. Et la différence est importante à noter. Et en fait, se voyait aussi dans les gens qu'on rencontrait.
Après, effectivement, c'était un voyage. Moi, dans ma tête, je nommais ça une aventure. À la fois par le côté humain, de justement toutes les rencontres, et le côté sportif, qui pousse aussi le côté humain. Et c'était volontaire, parce que quand tu arrives dégueu et transpirant sous 40 degrés à vélo, et que tu es un occidental, enfin un groupe de 3 occidentaux, par rapport à des gens qui ont des niveaux de vie bien plus modestes que les tiens, il y a un décalage, mais le décalage est tout de suite coupé parce que c'est totalement incongru. Et en fait, c'est ça qu'on recherchait. C'était justement essayer de casser un peu cette barrière qu'il peut y avoir entre des occidentaux et des locaux en Asie du Sud-Est, avec une différence sociale énorme. Et donc moi, c'est ça que j'allais rechercher, le côté physique, mais avec ce côté physique, le côté découverte des autres, facilité. Ouais, c'était l'aventure. Très bonne définition. D'ailleurs, on a reçu déjà, nous, juste pour votre information, 2 aventuriers sur l'enthousiaste. Et une définition du premier qui avait été donnée de l'aventure, donc de Corentin Luduc, c'était d'aller voir au-delà de la colline, très précisément. Donc, ma foi, je pense que vous êtes allé voir au-delà de la colline. Donc, on les a gravis à la force de nos cuisses, même. donc oui, je pense que tu peux totalement appeler ça une aventure. Maintenant, allons-y gaiement une fois que vous êtes arrivés en Asie du Sud-Est, tous les 3, du coup, vu que tu y étais déjà. On va prendre ça un peu par différentes thématiques. Côté défi sportif, ça correspondait à ce à quoi vous vous attendiez. Comment ça s'est passé ? C'était... Comme on le disait un peu tout à l'heure, au début, on s'attendait à faire moins de kilomètres, et puis très facilement, les 80 kilomètres par jour sont devenus un peu une évidence. Faire moins, ça faisait vraiment pas grand-chose dans la journée. Ça représentait combien de temps dans la journée ? On faisait à peu près du 15-20 km/h, donc globalement... Ouais. Entre 4, 5, 6 heures, quoi. Plutôt 5-6 heures. En fonction du dénivelé. On partait pas non plus super tôt. On partait vers 8-9 heures. Ça dépend des jours et ça dépend de ce qu'on avait à faire, et notamment du dénivelé. Et on faisait des grosses pauses à midi parce que c'est là où il faisait le plus chaud. Donc on prenait facilement 1 heure, 2 heures pour manger, voire une petite sieste. Et on se posait vers 16-17 heures, parce qu'en fait le soleil se couche très tôt. Il se couche vers 18 heures. Et donc on n'avait pas trop envie de rouler de nuit, surtout dans les premiers pays où on a fait pas mal de routes, donc c'est quand même moins agréable de rouler la nuit. Donc en fait on se posait vers 17h, ça faisait une journée comme ça, et après le temps de déballer toutes les affaires, de trouver un endroit pour dormir, un endroit pour manger, parce qu'on était partis sans rien en termes de popote, de matériel, de bouffe, pas de réchaud, pas de casserole, découvert. Oui, parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans le sac ? On met son équipement sportif, son équipement audiovisuel. Est-ce que vous aviez pris quoi en audiovisuel ? On avait une caméra, un drone et des micros pour pouvoir faire des interviews. Et un trépied. Un trépied était lourd, en plus il n'était pas du tout optimal. Parce qu'on a récupéré un trépied des années précédentes, par économie, mais du coup pas du tout adapté, très gros et peu utilisé. Ouais, peu utilisé, c'est vrai. Mais quand même, il a été pratique à certains moments, mais on aurait pu l'optimiser plus. Et sinon, en matériel, on avait fait le choix d'avoir une tente pour pouvoir avoir la liberté de dormir où on voulait si on avait l'envie. Ce qui était très pratique par endroits, parce qu'on a pu dormir sur des plages magnifiques où on n'avait pas le stress. On se disait, au pire, si on trouve pas d'endroit où dormir, on a notre tente et ça sera parfait. Après, il y a certains pays où la tente, il faisait vraiment trop chaud, et donc on avait beau avoir une tente très aérée, dormir à 3 dans une tente, forcément quand il fait 40 degrés dehors, c'est pas agréable. Donc à des moments, on l'a un peu moins utilisé. Mais sinon, pour revenir sur le matériel, c'est à peu près tout, en fait. Les outils. Non, ça, les outils. Les outils pour le vélo, pas mal de trucs, des chambres à air, des trucs pour réparer, Mais finalement, on n'a pas eu trop de casse en termes de matériel de vélo, donc on n'en a pas trop utilisé. Tu vois, sur 5000 bornes, on a eu 3 crevaisons. Non. 3, 4. T'en as eu 2, c'est tout. Nous, on n'en a pas eu. Vous en avez eu une. Non, aucune. Bon, on n'a pas les mêmes souvenirs du voyage. Mais nous, mon vélo, il n'a jamais crevé. On a eu entre 2 et 3 crevaisons.
Et enfin, c'est si peu par rapport aux 5000 bornes de réflexion, mais après, c'est aussi dû à la qualité des vélos. Et finalement, on a fait moins de petites routes détruites que ce que moi je pensais auparavant, avant de partir. En fait, il y a quand même, ces pays se sont quand même pas mal développés. Bon, par l'exemple du Cambodge, j'y étais allée 5 ans avant et les routes étaient toutes en terre. Et en fait, pendant le Covid, ils ont tout bétonné. Et donc finalement, on a eu des routes plutôt de qualité alors qu'on pensait avoir des chemins en terre. Là où on a eu le plus de chemins en terre, c'était au Laos, en fait, qui était le moins construit. C'était trop bien. Oui. Un max de pistes. on sortait de ces terrains-là couverts de poussière, on enlevait les lunettes et on avait les traces des lunettes. Moi, j'ai adoré. Très marrant. Et côté un peu plus haut, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux, qui vous a surpris quand vous êtes arrivé, quelque chose à quoi vous attendiez pas? Je sais pas si on peut dire qu'on s'y attendait pas, mais le plus marquant du coup sur l'eau, c'est de voir toutes les rivières ou les bords de rivières ou les bords de routes recouverts de plastique. Ça, c'est ce qui nous a... Enfin, on s'y attendait, mais ça nous a quand même fait un chose entre savoir et après expérimenter, c'est un autre niveau. Ok, donc vraiment la pollution plastique, le gros sujet. Surtout que ça a été un des premiers acteurs qu'on a rencontrés à un moment aussi très fort du voyage. On est allé à Ranong, donc on est arrivé à Phuket, dans le sud de la Thaïlande, et on est remonté jusqu'à Ranong. Et donc là, on a rencontré une première entreprise, une petite entreprise sociale qui recyclait des plastiques et travaillait avec un certain nombre de communautés locales, et notamment de communautés de pêcheurs, qui, eux, ramassaient les plastiques en mer et les rapportaient. Donc on a travaillé déjà à trier les plastiques dans cette entreprise et à trier les bouchons selon leur couleur et leur taille pendant un jour. Et puis on a découvert tout ce qu'ils faisaient. Puis un des pêcheurs nous a proposé de venir avec lui sur son île pendant 2-3 jours, voir comment lui il récoltait et triait le plastique. Donc trop bien, nous c'est exactement ce qu'on voulait, découvrir vraiment les chaînes des différents acteurs qui travaillaient là-dessus. Et donc on est parti 3 jours sur une île toute petite, pas du tout touristique. Enfin, il y avait juste une petite route, une petite jetée qui servait de route sur le bord de l'île avec un petit village de cabanes sur pilotis, que des pêcheurs. Très rarement nous il n'y a jamais d'occidentaux là-bas, si ce n'est justement des gens qui travaillent sur cette filière du plastique. Et donc, expérience incroyable, mais quand tu te retrouves vraiment toute la journée dans le genre de hangar qu'il a pour trier les plastiques, les pieds, dans 1,5 mètre de plastique à trier les bouteilles, en fait, c'est impressionnant. Et il ramène des sacs, et lui, du coup, il t'explique qu'avec ses enfants, il trie dans tous les sens. Et là, tu comprends, ça pue, c'est pas forcément très confortable. Et tu te rends vraiment compte de ce que c'est que la pollution plastique à ce moment-là. Et puis, on a eu un peu un choc en rencontrant cette personne au début. C'est que on se disait, eux, ils nettoyaient aussi pas mal son île avec d'autres personnes, ils ramassaient les plastiques sur son île. Et en fait, on a découvert en discutant avec lui qu'en fait, il était trop heureux de son nouveau métier parce qu'en fait, maintenant, du coup, il pêchait plus du tout, mais il ramassait le plastique. Et en fait, ça lui avait permis de gagner beaucoup plus d'argent qu'avec la pêche. Et donc, en fait, il arrivait maintenant il avait réussi à payer des études à ses enfants. Et donc, en fait, pour lui, le plastique, c'était pas un problème, c'était un peu une bénédiction. Et c'est là devait être déroutant pour vous. Et c'est là où, en fait, on s'est dit, merde, c'est vrai que si demain, il n'y a plus de plastique, ce monsieur, il n'a plus de métier. Mais du coup, alors que nous, ça nous a un peu déroutés. Et c'est totalement compréhensible. Et c'est là où, en fait, les enjeux plastiques là-bas, maintenant, ça dépasse juste le stade pollution. Parce que, déjà, en fait, souvent, lui, il se rend pas compte que le plastique, il va se décomposer dans les océans, il y a du microplastique partout et tout. C'était vraiment une autre voie économique qui est née dans ces pays et qui est gérée, donc tout ce recyclage, par des petites mains, des petites personnes qui vont ramasser le plastique à droite à gauche, le trier. Et c'est comme ça que la filière de recyclage là-bas fonctionne. Et donc, c'était un des premiers chocs. C'était au bout d'une semaine et on était là genre, waouh, en fait, on apprend déjà tellement là-dessus. Et quelle réaction est-ce que ces personnes-là pouvaient avoir quand vous expliquez votre projet, votre démarche? Vous avez pu expliquer peut-être, je sais pas, votre vision du plastique. Est-ce que les personnes, elles étaient dans l'écoute ou au contraire, c'était du rejet? Est-ce que ça a fait germer de la réflexion? Est-ce que... Le truc, c'est qu'avec les personnes locales, donc le dialogue était quand même assez limité. Avec la barrière de la langue? Là, ce pêcheur venait de Malaisie et donc parlait... Le malaisien est presque comme l'indonésien et Aline, qui était avec nous, parlait indonésien. Donc en fait, on a pu communiquer, l'interviewer et le comprendre grâce à ça. Mais en fait,
il y a une autre chose marrante dans tout le voyage, c'est que tous les locaux nous demandaient pas pourquoi on était là. On était là, s'ils pouvaient répondre à nos questions, tant mieux, mais il n'y avait pas vraiment de curiosité envers nous. Genre, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on était là, pourquoi on était en vélo, qu'est-ce qu'on faisait chier à prendre le vélo alors qu'il y avait des bus. On nous a pas beaucoup posé ces questions. Et puis on voulait pas non plus s'imposer avec, un peu on voulait pas aller dans le complexe un peu du blanc sauveur qui sait tout sur toutes les problématiques alors qu'il est très très loin de chez lui. Donc en fait, on posait beaucoup de questions pour comprendre, notamment quand c'est des pêcheurs comme ça qui n'ont pas une connaissance scientifique du problème très profonde. On était plus là pour écouter comme témoin que pour essayer de les convaincre. Ça, c'était plus l'aspect sensibilisation et on le faisait plutôt pour des écoles d'expats et parce qu'on sentait aussi mieux de le faire pour des personnes qui avaient les mêmes donc expatriés français. Expatriés français ou des enfants de couples à moitié local, quel que soit le pays, et expatriés français. Mais donc il y avait déjà une culture et une façon de penser qui était plus similaire. Et donc là, on se sentait bien de sensibiliser, de montrer tel ou tel problème, parce qu'ils comprenaient plus. On l'a fait une ou deux fois pour des écoles, notamment des orphelinats ou des écoles où ils aident les enfants rejetés locaux. Déjà, il y avait une barrière de la langue énorme, et ensuite, il y avait plus de blocage parce qu'on ne comprenait pas forcément les choses de la même façon. Et qui es-tu déjà avec les expatriés? Non, pas avec les expatriés, avec les enfants locaux. Okay. Et ensuite, qui es-tu pour vraiment expliquer tout un problème et un peu... faut pas donner des leçons de morale quand tu viens de passer 3 semaines à vélo à travers un pays et tu as rencontré 3 personnes qui travaillent sur ça. T'en connais beaucoup. On se sentait pas du tout légitime d'aller les voir en leur disant c'est de la merde ce que vous faites, alors que même eux, ils y étaient pour rien. On a vraiment essayé de comprendre. Donc pris cette position de témoin, quoi. Ouais. C'est ça. De témoin d'une situation. D'aller plus loin que juste l'apparence. En discutant avec certains acteurs, on a pu aller voir justement au niveau, par exemple, gouvernemental, ce qui se faisait, ce qui se disait, et d'aller vraiment essayer de comprendre le problème à sa source, au lieu de juste être là, arrêtez de jeter du plastique, arrêtez de brûler votre plastique devant votre maison. On n'était pas du tout légitime dans ce rôle-là. Et justement, les questions de légitimité que vous posiez, est-ce que pour les locaux, c'est des questions qui se posaient aussi? Est-ce que c'était vraiment vous avec vous-même, ces questions-là, ou est-ce que aussi on a pu vous le faire ressentir, ou ça a pu émerger? Ça n'a pas beaucoup émergé. Pour répondre un peu à cette question, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais la plupart des personnes qu'on a rencontrées au quotidien n'étaient pas sensibilisées, n'avaient pas conscience de tous ces problèmes, par exemple, de pollution de l'eau. Mais, et souvent, quand on rencontrait des associations et des entreprises, c'était souvent, par exemple, des Occidentaux qui avaient commencé ces projets. Donc, pareil, on s'est dit, c'est un problème de blanc qui va essayer de résoudre... Et en fait, au nord de la Thaïlande, on a rencontré des chercheurs qui étaient justement thaïlandais. Et eux, ils s'étaient engagés à fond sur ces sujets-là et dans les relations gouvernementales. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a aussi des personnes en Thaïlande qui veulent faire en sorte que les choses avancent. Mais globalement, c'était des personnes qui avaient eu accès à une éducation un peu plus poussée, qui a fait des études, et du coup, qui étaient conscients de ces problèmes. Oui. Alors que la plupart, la classe moyenne et même... Donc l'accès au savoir est pas évident. Ouais, en fait. Voilà. Donc en fait, ça revient à un problème d'éducation... un accès à l'éducation, je pense, à la fin. Ok. Et j'avais regardé un peu ce qui s'était passé sur le Laos et au fait qu'il y avait, on vous avait dit de certains autocollants écologistes de pas les mettre sur vos vélos, de faire attention parce qu'il y avait eu des tentatives d'assassinat sur des militants écologistes. Quelle position vous aviez par rapport à ça en arrivant? Est-ce que vous aviez un peu peur pour l'insécurité potentielle à laquelle vous pourriez faire face? Six, t'as une idée? En fait, en amont du projet, on savait qu'il y avait certains pays, notamment le Laos et le Vietnam, dans lesquels ce serait plus compliqué de parler d'environnement, de parler vraiment du projet en tant que tel. Mais l'avantage, c'est que quand tu vois 3 personnes à vélo, tu peux aussi te dire... On avait des t-shirts floqués au nom du projet, mais on les mettait pas tout le temps. Et donc, en fait, on pouvait juste se dire que qu'on était des touristes français, et on n'avait pas non plus un matos du visuel énorme. Donc, en fait, notre caméra qui nous servait à faire les interviews, on pouvait dire que c'était juste pour faire un vlog de voyage. Donc on s'était dit, il y a juste des moments où on criera peut-être un peu moins sur tous les toits qu'on est une asso avec un projet un peu scientifique et de sensibilisation là-dessus. Donc ça, c'était en amont. Après, justement, en arrivant à la frontière du Laos, on a passé donc 4-5 jours
dans une communauté de militants écologistes thaïlandais qui luttaient, qui menaient un certain nombre de combats pour protéger le Mékong. Et c'était une rencontre particulièrement riche et touchante. Et eux nous ont dit, en fait, on peut pas passer la frontière, parce que de l'autre côté, on est vraiment recherché, et si on passe la frontière, globalement, on se fait emprisonner, voire on meurt en prison de façon un peu mystérieuse. Donc, ces gars-là nous avaient offert effectivement des stickers, ce dont tu parlais, pour se souvenir, parce que voilà, on était trop contents de les rencontrer, on avait vécu une vraie rencontre là-bas. Et ils nous avaient dit, par contre, ouais, pour l'instant, vous en parlez pas, vous cachez un peu tout ça, et vous êtes juste 3 Occidentaux en voyage à vélo. Et de la même façon, un peu avant d'arriver dans les grandes villes de chaque pays, pour rencontrer des gens et se faire héberger, on mettait des messages, notamment sur des groupes d'expats français ou occidentaux de façon plus générale, en disant 3 étudiants, projet environnemental sur l'eau, à vélo, envie de rencontre, etc., en mettant une petite photo, et en demandant s'ils avaient des contacts d'acteurs, en plus, qui pourraient nous intéresser, et si par hasard, ils pouvaient pas nous prêter un petit canapé pendant 1 ou 2 jours. Voilà. Et en fait, le Laos a été le seul pays où, directement sur ce poste, on nous a dit, mais criez pas sur tous les toits que vous êtes une asso environnementale, etc., parce que c'est pas autorisé. Et ensuite, c'est très mal vu et il y a effectivement des gros problèmes. Et donc, pendant qu'on était sur place, il y a eu effectivement un opposant politique et militant écologiste au gouvernement qui s'est fait... sur lequel il y a eu une tentative d'assassinat. Ses proches ont fait croire qu'il était mort pour éviter qu'il se fasse réellement assassiner. Et donc, il y a eu tout ce problème-là. Et donc, nous, pendant ce temps-là, on était là en mode, on va pas trop faire de vagues, on va rencontrer les gens, mais de façon très individuelle, et on va éviter de faire de la com de façon très ouverte et crier sur tous les toits qu'on est une asso environnementale. Après, l'avantage, c'est qu'on voulait vraiment avoir ce rôle de témoin. Donc, notre but, c'était moins de crier tout haut et fort qu'il y a plein de problèmes. C'était pas de prendre parti. Et puis, on n'avait pas de connaissances assez précises sur le pays, ses problèmes et tous les enjeux complexes qu'il peut y avoir derrière pour le faire. Et notre public était globalement occidental, voire des petites écoles. Et quand c'était dans les écoles, on faisait attention au discours qu'on avait. C'était un discours très pédagogique. Voilà. Donc, ça posait pas de problème. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi du danger que ça représente de travailler et de militer sur ces questions et ces enjeux-là dans certains pays. Et aussi, avant de partir, on s'était dit qu'on irait aussi à la rencontre des locaux et leur poser des questions sur justement comment cette pollution de l'eau les affecte. Et en fait, outre la barrière de la langue quand même qui était assez importante et qui nous a quand même empêché de beaucoup communiquer avec certains, finalement, on n'a pas essayé, mais même dès la Thaïlande et tout, on a moins essayé d'aller discuter directement avec des locaux, et ces sujets-là et notre projet, en fait, on n'en parlait que avec les acteurs qu'on rencontrait. En fait, au quotidien, quand on était sur notre vélo, on n'en parlait à personne, et même quand on rencontrait des personnes qui parlaient un peu anglais et des locaux, en fait, on racontait rarement notre projet. Et ça, c'était vrai dans tous les pays. Et ça, c'était vrai. Après, il serait peut-être rien arrivé, et il y avait des gens super sympas. C'était inconscient et conscient, peut-être. En fait, on savait pas trop. Quand on rencontre quelqu'un, même hyper sympa, en fait, on sait pas si en fait, son cousin, c'est pas un mec du gouvernement qui, potentiellement, serait pas du tout d'accord pour que des jeunes aillent un peu fourrer le nez dans ce qui se passe dans leur pays. Et donc, en fait, on en a parlé très rarement avec des locaux du projet. Ok. Bon, c'était des questions un peu détournées, juste des étonnements par rapport à telle chose ou telle chose. Mais le but n'était pas de creuser avec des locaux de façon inconnue des sujets par rapport aux pollutions. Mais comme eux nous demandaient pas trop pourquoi on était là non plus et qu'est-ce qu'on faisait dans leur petit village avec notre vélo et notre tête blanche, du coup on n'a jamais menti non plus sur ce qu'on faisait, quoi. On n'a jamais caché, mais on a. Et comment est-ce que vous faisiez justement, s'il y a une telle censure pour les gens sur ces sujets-là, comment vous faisiez pour accéder à des témoignages, je sais pas si on peut dire sans filtre, mais avec le plus possible le fond de la pensée de la personne? Il y en a certains qui étaient prêts à donner un peu leur avis. Après, dans les discussions, même en interview, on n'a jamais eu vraiment de personne qui nous a dit, par exemple, c'est la faute du gouvernement. Il n'y a jamais eu vraiment d'attaque au pouvoir politique.
Ou pas caméra allumée alors. Pas caméra, Il y a des moments où on nous a demandé d'éteindre la caméra pour répondre à certaines questions. Ouais. Au bout de pas enregistrer certains. Pour que nous, on comprenne mieux, mais qu'en fait, ils n'avaient pas trop envie. Pas s'assurer les... Ouais. Après, c'était relative. C'est pas arrivé tant que ça, où c'était des discours un peu politiques détournés. Parce que tous les acteurs qu'on a rencontrés dans le pays où on les a rencontrés faisaient des activités légales. Oui. Typiquement, les militants qu'on a rencontrés en Thaïlande, c'était OK, ils étaient reconnus et il n'y avait pas de problème. Des désaccords politiques sûrement, peut-être, mais pas d'opposition comme ce qu'ils avaient avec de l'autre côté de la frontière au Laos. Donc, typiquement, quand on allait rencontrer des chercheurs, eux travaillent sur la question de la pollution plastique. Après, quand on remontait les échelles pour aller discuter un peu des leviers peut-être politiques pour résoudre ces questions, ils avaient des discours politiquement très corrects où on se comprenait et on pouvait comprendre un peu les blocages, mais il n'y avait rien de conflictuel directement avec le gouvernement. Ok. Et pour revenir, je repars un tout petit peu plus en arrière avant de parler de l'insécurité, sur où est-ce que vous dormiez. Donc majoritairement, en fait, vous trouviez des logements un peu sur le pouce chez les expatriés qui étaient sur ces groupes-là On a vraiment fait de tout. C'est-à-dire qu'on a aussi bien dormi en tente que dans des guest house. Il y a des petites guest house partout qui coûtent rien. Et aussi, on a essayé un peu de dormir aussi chez l'habitant. Dans certains pays, on a pu être hébergé dans des temples bouddhistes ou dans des églises au Vietnam. On allait toquer aux portes des églises et les prêtres nous recevaient et nous passaient une pièce. Donc on a vraiment une variété de logements assez dingue. Et en fait, le plus dingue avec tout ça, c'est que à part certaines villes où on avait un peu prévu où on allait dormir, globalement, le matin, on se réveillait, on savait pas où on allait être le soir, on savait pas si on allait trouver à manger sur le chemin. C'est quel genre de sentiment, ça ? C'est la liberté. C'est magique. Ouais, c'est magique. Et en fait, trouver à manger, même, il y a des soirs où ça nous arrivait quelques fois, on n'a rien trouvé au moment où on voulait s'arrêter, et tant pis, on n'a pas dîné. C'était pas très grave. Il y avait jamais on a eu de stress en mode c'est la cata, c'est la cata, on va pas trouver où dormir, on va mourir tout seul dans la forêt et on va crever de faim. C'était vraiment on trouve pas à manger. Mais... Oui, c'est que ne mangeait pas assez. Il se privait. Non. Okay. Mais oui, le sentiment de c'est ce qu'on recherchait aussi, le sentiment de liberté et de lâcher prise totale. Et effectivement, on a booké techniquement aucun logement de tout le voyage. Les trucs qu'on prévoyait un peu à l'avance, c'était quand on allait chez des locaux, chez des expats dans les villes. Et vraiment, entre deux, sur une étape à vélo, entre deux villes ou deux points de rencontre, là, c'était, on verra bien le soir. Et à partir de 16-17 heures, tu te poses, tu regardes un peu sur Google Maps ou en fonction de ton itinéraire, quelles sont les possibilités. Est-ce que c'est plutôt un temple ? Est-ce que, en fonction de la météo et des envies et de la forme physique de chacun, est-ce que c'est une tente ? Est-ce que c'est effectivement des petites guest house de merde qui sont en fait genre des motels dans lesquels il y a des petites chambres pour les voyageurs ? Et dans ce cas-là, juste on allait toquer à la porte et on essayait d'avoir la chambre la moins chère possible. Voilà. Et en fait, là où on a passé les meilleures soirées, c'était là où on était le plus dans la merde, en fait, au moment où le soleil se couchait. Par exemple, une fois, on a dormi sur une falaise, il y avait personne et on avait nulle part où dormir, on a juste posé notre tente et c'est formidable. Une autre fois, un des souvenirs assez marquants qu'on a tous, c'est au milieu de la Thaïlande et des montagnes, il y avait vraiment zéro guest house, zéro resto, et là on tombe sur une petite cabane dans une montée d'une dame qui nous fait une petite soupe et on lui demande si on peut poser notre tente dans son jardin, et qui finalement nous dit « non, mais posez pas votre tente dans notre jardin, venez chez moi ». Tout ça part du Google Traduction et des traductions situations Et finalement, on a passé la soirée au téléphone avec sa famille, son frère qui était là et qui nous a ramené plein de bières. C'était vraiment des temps d'échange. Et c'était tout le temps dans les moments où on était un peu le plus dans la merde, où vraiment on était là, on fait quoi là ? Qu'on a eu finalement les meilleures rencontres, quoi. Et donc en fait, limite, ça aurait été encore mieux qu'on ait encore moins de motels sur notre chemin ou moins de solutions de facilité pour forcer à la rencontre véritable des gens et d'aller faire le pas qui n'est pas forcément évident. Ouais. Après, il y avait un peu une question de à quel point on voulait faire le pas aussi le soir. Ouais. Parce que tu te sens pas toujours à l'aise. En fait, dans certains pays, notamment à l'Est européen ou Asie orientale, Asie centrale, des expériences que j'ai entendues de différents voyageurs, et peut-être que c'était le cas avec ceux que vous avez eus sur le podcast avant, les gens sont très ouverts à être très accueillants, à te proposer l'hospitalité, à te proposer de dormir, de prendre le dîner, de prendre le thé, etc. Là-bas, ils étaient très gentils, très généreux, mais
par défaut, ils pensaient pas t'accueillir chez eux. Donc il fallait, si on voulait le faire, le forcer un peu, et ça nous gênait. Parfois, quand on le tentait un peu plus au début, ils nous disaient mais il y a un hôtel, une guest house pas très loin, à 300 mètres, vas-y. Et donc tu vas pas continuer à forcer en lui disant que... Enfin, c'est un peu bizarre de forcer en disant mais non, mais moi je veux rencontrer des gens, je veux aller dans ton jardin, mais tu vas pas t'imposer. Et la tente servait aussi un peu à ça, de dire on a une tente, laissez-nous juste poser la tente dans le fond du jardin ou dans le fond de quelque part. Et après, si vous voulez qu'on discute plus, si vous voulez qu'on crée un lien, l'avantage c'est qu'on sait. La porte est ouverte. La porte est ouverte, on s'est pas non plus totalement incrusté. Vous pouvez juste nous laisser au bout du jardin et pas venir nous voir et nous dire au revoir le lendemain matin. Mais par contre, un peu comme l'exemple que Nadia disait, certains venaient nous voir et du coup après là tu crées un lien, etc. Et c'est un peu sur ce sujet où on a eu un peu des sujets de débat, c'est que moi je visualisais aussi par exemple ce voyage en allant le plus possible dormir chez l'habitant. Et en fait, Sixte et Aline étaient un peu moins pour, et en fait c'était aussi une raison de quand les gens nous accueillent, en fait ils nous donnent tout. En Asie ils étaient tellement, les gens étaient tellement généreux qu'en fait s'ils nous accueillaient, ils nous accueillaient vraiment et ils étaient trop heureux de le faire. Mais en fait, quand t'arrives chez les gens, que par exemple, ils t'offrent un deuxième dîner, ils t'offrent à manger, ils t'offrent vraiment une vie de famille, à des moments t'es là, mais en fait, est-ce que je veux vraiment leur prendre aussi, alors que, Ouais, la part de ration, en fait, qui aurait pu leur servir pour le repas suivant. Alors que eux, ça leur posait aucun problème de tout donner, mais en fait, quand t'es là et que tu vas toquer aux portes, en mode « Salut, est-ce que vous pouvez nous accueillir ?» et globalement, c'est avoir des repas avec vous aussi. Et en fait, ils étaient tellement prêts à tout donner qu'il y a un moment de gêne où t'es là, ma mince, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Et donc, il y avait un peu ils en ont plus besoin une que moi. dans ce qu'on pensait. C'est de faire face un peu à la plus grande précarité que votre situation, en fait. Oui, c'est ça. Puis, ils nous le proposaient pas d'office, il fallait aller demander. Je pense que s'ils nous l'avaient proposé d'office, moi, j'aurais été ravi et trop content, et c'est exactement ce que je cherchais, mais le fait de devoir appuyer pour le demander et pour créer ce lien, sachant derrière qu'ils allaient nous donner tout par rapport à ce qu'ils ont, c'est là où ça nous gênait un peu. Et en même temps, ce qui est assez contre-intuitif avec ça, c'est qu'une fois qu'ils nous accueillaient, là, cet exemple par exemple en Thaïlande, le frère de la dame qui nous accueillait nous disait le lendemain par des messages « Waouh, c'est incroyable que la vie vous ait mis sur mon chemin ». Il était hyper touché qu'on ait un peu choisi lui. C'était un honneur pour lui. Il était tellement content qu'on ait été sur sa route, qu'on ait pu échanger avec lui. Il se sentait vraiment privilégié. Et tous les gens qu'on a rencontrés, c'était un peu ça. Ils étaient là, waouh, dans ma vie de tous les jours, ces personnes viennent là chez moi. Et donc, ils trouvaient ça incroyable. Alors que nous, on était là, dans leur culture, du coup, ils n'ont pas du tout l'habitude de rencontrer, en fait, du monde d'ailleurs. Et donc, pour eux, c'était vraiment aussi une joie. Et donc, pour nous, on était là, waouh, nous, ça nous fait trop plaisir qu'ils nous accueillent. Eux, c'est le meilleur jour de leur semaine, de leur mois, et ils se sentent hyper touchés qu'on soit venus chez eux. Et donc en fait, c'est ça qui était le plus touchant, je pense. Et ça, c'était la plus grande différence culturelle que vous avez rencontrée. Ouais, l'accueil. Juste des gens hyper accueillants. Un autre exemple, à un moment, c'est on s'arrêtait au bord d'une route. On cherchait notre chemin et là il y avait un mariage. Donc mariage, ça veut dire qu'à 3 km on entend, il y a de la musique à fond et tout. Et là, des gens du mariage nous disent directement venez. On est là, comment ça, venez vous êtes en train de marier vos potes, on va pas s'incruster. Et même sans concerter les mariés, en fait ils nous ont ramenés à la fête, ils nous ont assis à une table, on a pris plein de photos avec tout le monde et après ils sont venus nous servir, nous donner à manger, nous donner à boire. Et en fait, et personne ne regardait mal en disant, qu'est-ce que vous faites là ? On était là, c'était naturel, tout le monde venait nous parler. Après, on a pu faire des photos avec les mariés. Et là, dans ces moments-là, tu te dis que, juste, ils te connaissent pas. Ça se trouve, ils te voient débarquer, ils t'invitent. Et c'est normal pour tout le monde. Et en fait, à des moments, on se disait, mais si on faisait l'inverse, je sais pas vous, si vous imaginez le mariage de vos potes, vous voyez des étrangers au bout de la rue, jamais de votre vie, vous allez leur dire, venez, c'est un mariage, plus on est de fous, plus on rit. Puis on était dégueux, on sortait des pistes du Laos, c'était en fin de journée, il faisait chaud, on était trempés, couverts de crasse, Ils étaient tous trop beaux. Le décalage était extrême. Et personne te regarde mal, et personne se dit, ils sont heureux de vous avoir avec eux pendant ce moment de célébration. Ouais. Donc ça, c'était waouh. Et il y a eu comme ça une rencontre marquante qui a changé quelque chose en vous. Toi, par exemple, Six, t'as eu une rencontre comme ça ? J'en ai quelques-unes. Je vais reparler un peu des mêmes.
Les militants écologistes qu'on a rencontrés sur le bord de la Thaïlande, il y en avait dans la communauté un mec qui avait à peu près notre âge, 20, 23 par là, et qui lui tenait le bar et en même temps faisait plein d'actions dans cette communauté. Et donc là, on est resté quand même quelques jours, on a eu le temps de créer des liens, c'était un peu notre guide et notre pote, enfin c'est devenu vraiment notre pote. Et c'était touchant de voir la différence aussi, la différence culturelle, la différence d'éducation, toutes ces différences, et pourtant on était potes à l'autre bout du monde, c'était que pour quelques jours. Et quand on est parti, ouais, ça faisait quelque chose. Mais pour autant, on avait touché du doigt un peu une amitié un peu universelle, faite de façon relativement simple, à travers du partage de dîners, des soirées à jouer de la guitare et chanter ensemble, où eux essayaient de trouver des chansons en anglais pour qu'on puisse chanter avec eux, puis après nous expliquer les chansons en thaï, en essayant de nous faire chanter en thaï, puis en rigolant, parce qu'il y a tellement de tons dans la langue thaïlandaise, dans le thaï, qu'on est incapable de le faire à moins de plusieurs mois d'entraînement. Et donc, en fait, on disait tous les mots mal, et si tu prononces un même mot avec plusieurs tons différents, différentes significations. Ouais, et du donc coup, ça ressemblait plus à rien la chanson. Les paroles, et c'était des moments géniaux. Okay. Voilà, je pense que ça a été une des rencontres humaines le plus fort. La plus forte. Ouais. Toi, t'en as eu une aussi, Alizée ? Nous, c'était en Indonésie. À un moment, Sixte a décidé de monter un volcan en solo. C'était la première fois depuis 4 mois et demi qu'on s'est séparés. On s'est séparés 24 heures. Et avec Aline, en fait, on n'avait plus du tout envie de faire de vélo. Et donc, on s'est dit, on va faire du stop. Et donc, on est allé parler à des camionneurs, parce que c'était le seul truc qui pouvait prendre nos vélos. Et là, en 2 secondes, le mec nous dit, mais il n'y a pas de souci, moi je monte en haut de ce volcan, juste j'y serai pas avant demain parce que je dois m'arrêter sur ma famille à mi-chemin, mais pas de souci, venez dans ma famille. Et donc en fait, on s'est retrouvés à passer 36 heures avec ce camionneur, donc à 4 au début, et puis à 3 serrés sur la banquette du camion. Il nous a emmenés voir tous ses potes, il a fait toute sa vie. Il nous a juste emmenés partout, et pour qu'on puisse passer une soirée super avec sa famille, et qu'en plus on arrive en même temps que Six, du coup, en haut du volcan, qui lui arrivait que le lendemain parce que il devait pédaler. Toute la grimpette. Et c'est un peu des hasards qui fait que, des rencontres comme ça, sur le bord d'un chemin, on a vu un camion, on est allé lui demander, et c'est des moments uniques de personnes qui te donnent tout. Tu leur demandes un petit peu, tu te demandes partage, 1 heure de stop, et en fait tu te retrouves à passer 36 heures avec la personne qui te présente à sa famille, à son village. C'est vraiment hallucinant. Et ça, justement, comment est-ce que vous l'avez géré humainement entre vous ? Je veux dire, en général, les trios, dans les dynamiques de trio, c'est toujours compliqué, personnellement, je trouve, parce qu'il y en a toujours un moment qui se sont peut-être un peu laissés pour compte. Comment est-ce que vous avez pu trouver un équilibre ? Parce que 5 mois, H24, 150 jours ensemble, ça devait pas toujours, mine de rien, être la vie en rose. Je sais pas si tu as envie de t'exprimer là-dessus ou. Effectivement, c'est un enjeu. Ouais, ah oui. On le savait avant même de partir. Et Alizée l'a dit un peu en amont du voyage. Elle était à Singapour pour un stage, et Aline, en fait, était retournée chez ses parents depuis 6 mois à La Réunion. Donc, en fait, on a monté tout le projet en distanciel, en se faisant des calls, des messages, etc. en permanence. Et moi, j'avais effectivement un peu la même peur que toi par rapport à la vie d'équipe. Et du coup, j'avais un peu eu envie qu'on se fasse... un peu été frustré parce qu'on n'a pas réussi à le faire, de faire des réunions juste sur le ressenti, ce qu'on attendait du voyage, etc., pour justement essayer de consolider cet esprit d'équipe en amont. Ce qu'on n'a pas eu trop le temps de faire, malheureusement. Parce que de base, vous n'étiez pas un groupe d'amis, en plus. Si, on était déjà très amis. On était déjà très potes tous les 3. Mais on s'était jamais mis dans des situations un peu complexes physiquement ou psychologiquement ensemble tous les 3. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aurais bien aimé qu'on en fasse plus. On en a fait un peu au début, mais en fait, quand t'es en distanciel, tu fais ta réunion, c'est pratico-pratique, ça embêtant, voilà. Mais donc, on l'a fait un peu au début du voyage, et ça a été très bénéfique de vraiment se dire, ok, quelle attente j'ai ou quelle crainte j'ai par rapport au voyage de façon personnelle, et quelles sont les différences dans mes attentes et mes craintes par rapport aux autres de l'équipe. Donc ça, c'était chouette. Mais après, effectivement, au bout d'un moment, même si on l'avait travaillé, même si on en avait en tête, il y a pendant une période un peu le côté 2-1 qui s'est créé, mais aussi parce que les filles, on était très potes tous les 3, mais les filles, toutes les 2 étaient encore plus proches ensemble. Le facteur 2 filles, 1 garçon aussi. Aussi jouait énormément.
Là où, en fait, à la base, dans le montage de l'équipe, moi, j'aurais bien aimé qu'on soit 2 mecs, 2 filles, pour justement éviter ce trio. Mais on n'a pas trouvé de quatrième larron. Et donc, on n'allait pas s'arrêter Oui, vous faire n'allez le pas projet arrêter pour de ça. faire le projet. On avait monté tout le truc, c'est pas grave. Et pendant une période, il y a eu. Au début, ça allait, et après, pendant une période, il y a eu un peu plus. Moi, je l'ai un peu plus vécu, un peu plus difficilement, parce qu'il y avait effectivement un côté un peu binôme solo, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes rythmes de vélo. Ça joue, hein, parce que avec qui tu papotes pendant que tu pédales. Puis difficile de se mettre à 3 de front pour pédaler. Et en fait, pendant une période, généralement, on a dormi plutôt tous les 3 dans la même, soit tente, soit chambre. Même lit. Non, quand même pas même lit. C'est un peu même lit. Ok, on l'a pas fait tant que ça. Mais oui. Mais globalement très proche, et donc on pouvait aussi le soir se raconter un peu les trucs, ou pendant un moment on lisait 1 ou 2 chapitres du Petit Prince, si vous voulez tous les détails. Et donc ça rapprochait aussi, ça cassait un peu ce côté trinôme. Pendant une période, ça a été moins le cas. Et du coup, moi, j'avais plus l'impression de rouler seul la journée et de dormir sans leur raconter les trucs le soir, plus d'écart. Et après, au bout d'un moment, on l'a mis sur le tapis. Moi, je vous ai dit qu'il fallait qu'on en discute, que c'était important, et donc on a essayé de mettre les choses au clair. Voilà. En fait, déjà, en partant, on savait justement que cette question d'être 3 pouvait poser problème. On avait beau être 3 personnes pas du tout conflictuelles et très tolérantes à la critique en tout point de vue, on savait qu'il fallait qu'en amont, on prévoit de communiquer. Et du coup, se dire, vraiment, s'il y a un problème, on communique. Et du coup, à un moment, ça a été un peu plus dur, mais on a in fine réussi à en discuter, à mettre les choses à plat. Et en fait, il y a des jours où c'est pas facile, quand t'es fatigué, t'en as marre, rediscuter de tes problèmes et tout. Je pense pour Sict aussi d'aller sortir le problème. Oui, c'est un sacré pas à prendre de devoir faire commencer une discussion qui va se valoir peut-être un peu lourde, compliquée. Et c'est un pas de courage à un moment de se dire on va avoir. Et puis c'est vrai qu'on sait que par exemple on a des défauts avec Sixt de conflictualité, on débat pour rien. Et en fait, plus on est fatigué, plus en fait on va aller se contredire sur le moindre petit truc et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ça monte, et c'est juste trop chiant. Et de refaire le pas et de revenir et remettre à plat et de baisser toute la tension, c'était vraiment une étape. C'était vraiment important de le faire. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de faire le pas, de dire il faut qu'on en parle. À la base, on s'était dit qu'il aurait fallu justement essayer de se faire de façon régulière ces points un peu où je mets tout sur le tapis. Et en fait, au fur et à mesure, on l'a pas forcément fait. On l'a fait 1 ou 2 fois et on l'a laissé tomber. Et je pense que c'est un tort. On l'a pas trop mal vécu. Globalement, ça s'est très bien passé. Oui. Mais d'autres amis ou d'autres personnes qu'on a pu rencontrer qui ont fait des trucs un peu similaires faisaient essayer de se faire le point, tous les soirs ou tous les 2 jours ou même toutes les semaines, ça dépend. De se dire ok, là, on se raconte comment on se sent. Comment on se sent, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce que t'as fait qui m'a plu, qui m'a déplu, pourquoi, comment est-ce qu'on améliore ça, etc. Donc ça, je pense qu'on aurait pu l'améliorer, et je conseille à ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire des projets comme ça un peu aventureux en équipe, d'essayer d'avoir ces points réguliers de communication clairs. Et le fait de l'avoir régulier permet de faciliter. T'as pas besoin de faire ce pas. Ouais, exactement. Qui est le plus probablement assez difficile. Est-ce que vous diriez que ça c'était vraiment la difficulté de vos 5 mois, ou ça a été autre chose qui a été pour vous le plus difficile voilà, on est dans les conversations pas les plus rigolotes sur le sujet, mais je trouve qu'il y a toujours des leçons à en tirer. C'est intéressant. Et du positif. Je pense que oui, le défi humain était la partie la plus. On le savait un peu à l'avance. Parce qu'en fait, le reste, on voulait que découvrir. Et en fait, tout était positif. Il n'y a jamais eu de négatif sur la partie voyage, expédition. Tout était juste à apprendre. Et le défi humain, c'était quelque chose où on vivait tous les 3. On pouvait pas se séparer. Et donc, en fait, c'était le plus grand défi, je pense. Ouais, je suis d'accord. J'en rajouterais, cela dit, un aussi, qui est par rapport à l'impact du projet en tant que tel. Se dire, en fait, quelle ambition on a pour le projet, qu'est-ce qu'on veut apporter, en fait, en réalisant ce projet, comment on veut toucher les gens, qu'est-ce qu'on veut faire bouger par rapport à ces études.
Et donc, c'était un peu se dire, quel est est-ce qu'on a choisi, enfin, on a remis plein de fois en question le choix des acteurs qu'on allait voir ou les rendus qu'on faisait. Donc, on a fait des newsletters, pas mal d'articles sur nos réseaux sociaux. Donc là, on commence à travailler avec toutes nos prises de vue sur un documentaire. On a plein de galères à propos de ça, mais le but est quand même de sortir quelque chose de bien et d'instructif sur ce voyage. Et donc ça, c'était une vraie question aussi, un peu une question de légitimité aussi, de dire, on fait un grand trajet, on n'a pas beaucoup de temps à accorder à chacun des acteurs ou chacune des thématiques. Comment est-ce qu'avec le temps qu'on a, avec nos moyens, on peut vraiment apporter quelque chose et que ce soit pas juste un voyage, mais qu'on ait vraiment un minimum d'impact, qu'on fasse avancer les choses sur une population ou une autre, d'ailleurs. Mais voilà, donc ça, c'était une autre question aussi qu'on s'est beaucoup posée et qu'on a beaucoup travaillé au fil. Alors là, tu me fais une transition gratuite parce que c'était pour le après. Mais juste avant qu'on saute dans cette transition et dans le après, je voulais faire un petit parallèle bien travaillé sur cette dernière nuit en Asie que tu avais commencé à aborder au départ. Dans quel état d'esprit vous étiez ? Est-ce qu'en fait, il y a un monde entier entre la nuit dont on a parlé au début de l'épisode ou est-ce que... alors, pour la vraie nuit, la dernière nuit en Asie, désolée de te décevoir, mais en fait, Six était parti avant nous. Donc, on n'a pas eu la même dernière nuit. En fait, à la fin, on était chez la famille d'Aline à Bali, donc où on a pu se poser déjà, un peu, atterrir avant de redécoller. Un petit sas de décompression avant de rechanger. On a pu faire quelques semaines où c'est bon, le vélo c'est fini, là on est en famille, on est redevenu un peu, juste des voyageurs plus simples dans un nouveau pays. Et là, on a vraiment pu prendre le temps de se dire, waouh, bon, déjà de décompresser, de tomber malade, ce qui s'était pas arrivé pendant le voyage. Mais ouais, c'était vraiment un peu une zone tampon avant de repartir dans nos familles en France. Ouais, moi, c'était un peu différent. Effectivement, je suis parti quelques semaines avant. Je suis parti fin juillet. Et j'enchaînais avec un autre... je suis rentré en France et le lendemain matin, je suis resté 12 heures chez moi, 24 heures, un truc comme ça. Et je suis reparti vers un autre événement avec énormément de monde qui allait être très fort aussi personnellement. Et je savais que cet événement donc, se passait à Lisbonne et je savais qu'en plus, après, avec des copains, on voulait rentrer de Lisbonne en stop pendant 4-5 jours pour continuer un peu tout ça. Donc, à la fin de l'Asie... moi, j'avais pas encore ce besoin de sas de décompression. Le sas, il allait arriver après. J'étais encore dans un mood très besoin d'aventure, besoin de voyage, profiter à fond de cette césure qui nous était donnée pour partir, découvrir les gens, découvrir le monde et grandir. Et donc à ce moment-là, en fait, moi, j'étais assez content. Je savais que les filles avaient envie de découvrir Bali et de se poser de façon plus presque touristique quelque part, même si on était dans la famille d'Aline. Et moi, c'était pas du tout mon envie. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Et donc, heureusement, je pense aussi que je suis parti assez vite. Comme ça, je les ai laissés faire tout ce qu'elles voulaient faire à Bali tranquillement. Là où moi, en fait, ça me saoulait de faire tous ces grands monuments ou ces grandes activités assez occidentales. Et donc c'était chouette. Et donc, à la fin du voyage, j'étais à la fois content. J'étais allé chercher ce que... j'avais trouvé ce que j'étais allé chercher, c'est dans ce sens-là plutôt. Mais et je savais qu'il allait se passer un truc de fou après et que ça continuait encore pour quelques semaines. Par contre, après, une fois que je suis vraiment rentré après ce retour en stop du Portugal, chez moi, là, il y a eu un petit coup de mou où t'es là, t'es rentré chez toi, toute ta famille te pose un peu des questions et un peu... Ouais, tout le monde est curieux de savoir comment ce qui... Mais ça dure pas si longtemps que ça. C'est assez bref, finalement, par rapport à l'intensité de tout ce que t'as vécu. Et donc, assez vite, t'es là en mode, mais je suis déjà dans mon train-train et c'est bon, je le raconte. Et je suis obligé, quand je le raconte à des nouvelles personnes, je suis obligé de condenser 5 mois en 2 minutes pour pas être chiant. Et en fait, ça, c'est assez frustrant. Du coup, tu trouves des mots un peu valises. Moi, le mot que je préfère sur cette césure, sur ce projet, c'est enrichissant. Parce que ça donne tous les hauts, les bas et tout ce qu'on en tire. Mais ouais, il y a eu un peu on arrive sur l'après, mais un petit coup de mou après. Ok. Pour revenir du coup sur l'impact, qu'est-ce que vous avez choisi du coup comme impact pour ce projet? Parce que si je me trompe pas, donc il y a un documentaire, il y avait un rapport, non? J'avais vu que vous vouliez faire un rapport à destination des instances gouvernementales.
national, international. C'est ce que j'avais lu, mais peut-être que ça a changé. Donc, La question du rapport, ça s'est pas concrétisé. Par contre, donc effectivement, on a ce projet de sensibilisation à travers le film documentaire qu'on va monter par la suite. Et ce qu'on n'avait pas prévu au départ, c'était de faire la sensibilisation dans les classes. Et moi, c'est un truc qui s'est improvisé quand vous étiez sur place. En fait, quand on est arrivé à Bangkok, on n'avait pas trop d'acteurs de prévus, alors que c'est une ville énorme. Enfin, je pense que je dis peut-être des bêtises en disant que c'est une des plus grosses villes d'Asie du Sud-Est, mais c'est peut-être pas la plus grosse, mais c'est dans les plus grosses villes. Et donc là, on a contacté le lycée français d'expatriés de Bangkok. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Et après, on s'est dit, mais ça peut totalement être ajouté. Et moi, c'est là où j'ai trouvé qu'on avait le plus d'impact. On verra avec le documentaire après. Mais parce qu'on touchait des gens, des enfants localement, qui nous comprenaient. 482 élèves, précisément. Exactement. Et c'était trop chouette de voir leur réaction, de voir comment on plantait des graines sur les pollutions environnementales. Enfin, pas que les pollutions d'ailleurs, parce qu'on parlait très légèrement de réchauffement climatique. On parlait un peu de crise de la biodiversité. Après, on développait un peu les questions de pollution de l'eau. Et après, on travaillait un peu le côté voyage, enfin le changement d'imaginaire par rapport au voyage, en faisant un peu l'apologie du voyage à vélo, du voyage lent, ce qu'on vivait un peu depuis un moment. Donc moi, j'ai trouvé que c'était ça le plus marquant et le plus impactant, du moins. Tu vois, quand tu me dis ça, je me demande, est-ce que vous aimeriez en faire dans les classes, là, ici, en métropole aussi, de venir discuter un peu de ces enjeux de l'eau, de ce dont vous avez été témoin? On y avait pensé avant. On aurait, je pense, bien aimé. Et en fait, on s'est jamais trop lancé. En fait, on a des vies bien remplies, et donc en fait, on n'a jamais pris le temps. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de suivre des classes, mais de suivre des classes un peu plus sur la durée. De pas faire genre une présentation de 2 heures où bon, ok, ça plante des petites graines, mais ce qui aurait été intéressant, c'est de suivre des classes, je pense. Okay. Mais finalement, on l'a pas fait. Mais c'est ce que font un certain nombre de projets. Et moi, effectivement, si on refaisait des choses dans ce projet-là, j'avoue que c'est peut-être ce que je rajouterais. Faire des petites interventions dans les classes et qu'ensuite elles te suivent tout au long de ton voyage, et donc tu leur envoies les itinéraires. Je sais que certaines classes qui suivent comme ça des projets, derrière tu fais leur exercice de maths par rapport à ça, en mode combien ils ont fait de vélo, et en fait tu crées tout un mood où tu les suis, et donc tu apprends au fur et à mesure, et ça devient assez ludique. Et je pense que là tu touches aussi beaucoup les enfants à travers ça. Tu touches moins de monde mais plus fort. Donc finalement, Akvo, là où on en est aujourd'hui, c'est vraiment l'axe de sensibilisation sur lequel, en termes d'impact, que vous appuyez le plus fort, quoi. Découverte et sensibilisation. Et question, on va voir si vous avez la réponse. Cet documentaire, on pourrait espérer le voir quand et où? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il est à destination de festival? Est-ce que derrière, vous ferez plutôt des projections privées, comme on peut voir, par exemple, avec Tu nourriras le monde, typiquement? Comment est-ce que vous voyez un peu plus Là, pour l'instant, on essaye de le monter. On essaye de trouver vraiment, en fait, on a eu beaucoup de réflexions sur la trame, justement, de qu'est-ce qu'on voulait raconter, en fait, dans ce documentaire. Parce que, on pourrait en parler, on pourrait parler des heures et des heures de ces sujets. Qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre comme message? Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. Et aussi, de trier toutes ces vidéos. Et après, le diffuser, moi, je pense que je verrais plutôt un libre accès et de pouvoir, un peu. Six fait oui de la tête, pour ceux qui ne voient pas, du coup. Mais c'est déjà le présenter dans les écoles, à nos partenaires, et il y a certains festivals aussi dans lesquels on pourrait le présenter. Et donc, pourquoi pas en septembre, si on y arrive. Ok, t'as avancé une date. J'allais dire qu'on n'avait pas de date, qu'on n'avançait pas de date. Elle a dit pourquoi pas, elle est nuancée. Non, mais globalement, pourquoi pas. On n'a pas dit de quelle année. Bravo. Non, mais oui, on verra. Mais on est encore au début du projet, parce qu'on a eu pas mal de galères informatiques, donc on verra. Okay. Mais oui, plutôt des projections auprès des différents partenaires qu'on a, donc qui sont globalement des scolaires. Mais pas que. Après, on essaiera de faire des projections plus grand public. Et là, je vais sauter directement sur justement quel message est-ce que vous voulez raconter. J'avais justement un point qui m'intéressait, c'est quel message clé est-ce que, après ces 5 mois, vous souhaitez transmettre? Moi, je pense que c'est sur l'engagement. Là, on a voulu s'intéresser à la pollution de l'eau, mais il y a tellement de sujets vraiment hyper importants maintenant. Où vraiment, là, à travers le voyage, nous, on a réussi un peu à s'engager, donner un sens à notre voyage. Et c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre in fine. C'est genre, soit voyager en s'engageant. Ça, déjà, c'est fort. Et pourquoi pas, s'engager aussi dans sa vie au quotidien pour tous ces sujets de pollution, de carbone, de biodiversité et tout ce qui va avec. Je rejoins globalement. En rajoutant quand même... il faut que les gens apprennent. On va montrer aussi ce qu'on a découvert. Et donc, j'espère qu'ils apprendront beaucoup des pollutions qu'on a
qu'on a étudiées, mais on le savait assez vite, c'est des pollutions qui sont locales là-bas, dans cette région du monde. Et donc, la marge de manœuvre des gens qu'on va sensibiliser pour réduire ces pollutions est relativement faible, si ce n'est un peu de questions de consommation par rapport au plastique ou de textile, donc des questions de fast fashion, etc. Mais donc ça, on le racontera, mais je pense qu'ils auront moins de levier d'action directement. Ouais. Mais derrière, en plus de ça, il y aura effectivement, je suis d'accord, je rejoins Alizée sur la question de l'engagement et de se donner en fait par rapport aux problèmes environnementaux qu'on voit, et puis également de dessiner, donner peut-être un peu d'espoir en montrant toutes ces personnes qui s'engagent et la diversité des profils et des travaux qu'ils effectuent pour lutter contre ces crises. Ok, une question qu'on pose tout le temps aux personnes qu'on reçoit, c'est 3 moments forts. S'il fallait résumer tout ça en 3 moments clés succincts, qu'est-ce qui vous ressortirait? C'était une idée ou pas? Je t'ai vu, t'as fait les grands yeux là quand j'ai... Ouais, j'en ai 2. Moi, les moments forts, j'ai déjà parlé des plus beaux moments forts des rencontres. Voilà. En fait, c'est les camionneurs, 3e. Le premier, on en a parlé, c'était le pêcheur en Thaïlande qui récoltait du plastique et qui s'est vraiment mis à nu quand on a discuté avec lui sur tous ces problèmes. Le mec a fondu en larmes pendant l'interview en nous expliquant la transformation de son métier, ses problématiques, etc. Donc ça, c'était très touchant et on a vécu avec lui plusieurs jours. Donc, pareil, il nous a accueillis avec cette générosité incroyable. Donc, grand moment fort. Sur le côté sportif et aventure, effectivement, donc Aline le disait tout à l'heure. Il y a un moment où moi je suis parti de mon côté pour monter sur un volcan à vélo, qu'on voulait visiter, mais moi je voulais y aller à vélo. Et ça a été très chouette personnellement parce que j'avais un peu besoin de pour le coup rouler solo et de plus avoir les contraintes qui sont liées aussi au voyage en groupe. Donc c'est vraiment très très chouette. Je me suis vraiment détruit dans la montagne, c'était trop bien. Et je rajouterais moi quelque chose, c'est pas forcément un moment, mais c'est un peu plein de petits moments de juste d'être tout seul dans la nature au milieu de paysages magnifiques, par exemple notamment au Laos entre les montagnes karstiques avec des grottes, des cascades et vraiment être proche de la nature mais sans la déranger. On était là en vélo au milieu et c'était vraiment des moments un peu d'extase où t'es là genre waouh, je suis ici sur cette route dans ce pays et c'est juste incroyable. Oh, c'est de beaux mots. Donc là on arrive à grands pas sur la fin de cette interview. Est-ce que, à l'avenir, vous avez dans votre tête des pourquoi pas quand vous regardez ce qui se profile demain pour vous? D'un point de vue voyage? D'un point de vue voyage ou personnel? Moi, je pense que maintenant, ça m'a donné encore plus un goût à l'aventure. Je sais que je suis capable de voyager maintenant et j'aimerais bien essayer peut-être des voyages en solo, je sais pas, peut-être des marches, mais plutôt rester en Europe maintenant. On est parti à l'autre bout du monde et en fait, il y a tellement de choses à voir proche de chez nous aussi, je pense, que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir. Ouais, je partage encore une fois et j'appuie le fait que là, on a découvert des paysages de fou, mais finalement, en France et en Europe, on peut faire tellement sans avoir l'impact carboné de l'avion qu'on a pris pour y aller, pour revenir. Et donc, en fait, on peut avoir des histoires, des aventures de fous localement, de façon décarbonée, en allant en Europe, mais même en allant plus loin si on prend le temps. Et ça a accru mon envie de partir à vélo, en marche, à la voile, en stop, à travers l'Europe, même peut-être l'Amérique du Sud, m'attire notamment, mais j'aimerais bien y aller sans prendre l'avion, donc potentiellement une transat, effectivement. Ouais. Et sur le point de vue plus professionnel, je pense que ça nous a aussi... moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. On s'est rendu compte de beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses par rapport à ces pollutions, et donc ça augmente encore mon envie de travailler sur ces crises-là, sur ces enjeux-là, comment les résoudre, notamment en France, même si c'est pas les mêmes enjeux. Mais... Et vous verrez repartir dans des voyages plus conventionnels? On en a moins l'envie, je pense.
Déjà, c'est pas des si conventionnels, t'entends touristique, juste aller 2 semaines dans un pays, visiter. Alors pas forcément, tu vois, un pays à l'autre bout du monde, ça peut être un pays plus proche, mais avec des choses à visiter, tu sais où tu dors le soir, plus confortable en fait, quelque part. Je pense que des voyages confortables, oui, on en refera. Après, moi-même avant, la dimension sportive dans le voyage était toujours importante. Aller randonner, faire de la voile, faire du kite. C'était un aspect important du voyage. C'était pas que dire que tiens, j'ai fait ce pays parce que je suis allée dans telle ville une semaine. Et j'ai fait, voilà. Ouais, je déteste. On déteste. Ça y est. Vraiment. On est bien d'accord. Et en fait, le mieux, c'est les voyages longs où tu peux prendre le temps de découvrir le pays et pas juste les 3 attractions touristiques. Et c'est quelque chose, il faut avoir le temps. Et donc, je pense faire moins de voyages, mais plus longs. Et je pense que maintenant, on est dans un peu une société où, justement, les gens commencent à comprendre ça. Les entreprises permettent parfois de, par exemple, prendre des congés plus longs pour... Et on peut faire des choix de vie qui nous permettent de continuer, justement, vers ces voies-là. Ok. Personnellement, ma famille aime bien plutôt des voyages un peu culturels. On découvre une ville ou une région d'un pays. Et effectivement, je déteste le terme « j'ai fait un pays ». Quand c'est des grandes traversées comme ce qu'on a fait en Asie, je préfère dire « on a traversé un pays ». Et sinon, j'ai découvert. Parce que t'as jamais fait un pays, même est-ce qu'on a fait la France alors qu'on est français? Je ne crois pas, non. Mais donc je sais qu'en famille, je ferai des voyages plus conventionnels, ou même avec des amis, quand t'es avec des amis qui aiment pas trop l'aventure ou pas trop sortir de leur confort, tu t'adaptes. C'est important aussi parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Mais moi, à titre personnel, oui, ça renforce l'envie de repartir. Il y a les différents modes de transport dont je parlais tout à l'heure, par-ci, par-là, et notamment en France. Parce que là, on a traversé 5000 km, on a vu des paysages très différents. 5380. Merci de préciser. Mais la France est encore plus riche en termes de paysages que ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'en faisant 1000 bornes en longueur en France, je pense qu'on verra encore plus de différences de paysages notamment, et peut-être de gens aussi, on verra, que ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est une chance de fou qu'on a à proximité et on tire pas assez profit pour le moment, je trouve, en tout cas personnellement. Ok. En fait, on pourrait même le faire sur le temps d'un week-end, d'une semaine. Est-ce que vous vous considérez comme des enthousiastes? Oui. Je pense qu'on peut dire que... La réponse, oui. En fait, voir autant de belles choses, de découvrir autant de gens extraordinaires, déjà, ça te donne envie d'être meilleur aussi au quotidien. Et de s'émerveiller aussi. En fait, le fait de s'être émerveillé devant autant de choses incroyables, ça nous a aussi donné l'envie de se dire, tiens, maintenant, il faut aussi qu'on s'émerveille devant les petites choses. Déjà pour que le retour soit plus facile. Et en fait, d'essayer tous les jours de se dire, waouh, de s'émerveiller au quotidien pour les petites choses, c'est vraiment quelque chose déjà qui rend enthousiasme au quotidien. Et un truc que j'ai tiré de ce voyage. Oui, enthousiaste. Je sais pas si enthousiaste c'est le premier terme que je donnerais directement. Je suis globalement de bonne humeur et assez optimiste par rapport à ce que je vis tous les jours. Et en fait, cet enthousiasme passe plutôt par de l'espérance et de la bonne humeur à partager. Donc si c'est comme ça que tu définis l'enthousiasme, soit partons sur l'enthousiasme. Mais oui, moi, c'est plutôt ces choses-là qui me drive, essayer de partager de l'optimisme et de l'espérance. Okay. Est-ce que tu aurais une référence, un livre, un film, un podcast, peu importe, qui t'a marqué et qui pourrait ou non être en lien, du coup, avec ce que vous avez vécu? Il a plein de podcasts. J'ai plein de podcasts sur des questions de voyage, et un des plus connus et les plus inspirants, je trouve, est le podcast des baladeurs fait par les Others. Mais sinon, restons simples, et on l'a évoqué tout à l'heure. On disait qu'on lisait Le Petit Prince pendant le voyage, et en fait, ce livre d'enfant est tellement destiné aussi pour les adultes et remet tellement des petites idées enthousiasme, d'optimisme et de bonheur léger et simple dans la tête, que je trouve ça trop bien de temps en temps le réouvrir, alors qu'on l'a tous ou beaucoup l'ont lu plus petit, etc. Ça me paraît important de le relire plus vieux.
Bon Le conseil. mieux, c'est d'avoir Six qui nous lit. On vous le Peut-être pour prêtera. cet été, on vous fera un hors-série. T'es d'accord, Alizée, ou t'aurais... Ouais, si, complètement. Parfait. Maintenant, je vais vous offrir le mot de la fin. Waouh. Déjà. L'idée du mot de la fin, donc c'est vraiment notre truc signature sur l'enthousiaste, c'est comment en un mot vous pourriez, vous, à votre échelle, essayer de catalyser l'audace. Par exemple, si à l'autre bout de l'appareil qui nous écoute, c'est quelqu'un qui, comme vous, veut se lancer dans une telle aventure, mais en fait, ça lui paraît tellement grand et un peu effrayant que ce pas est un peu difficile à prendre. En fait, c'est vrai que c'est un peu le principal problème, c'est ne pas arriver à se lancer. Mais en fait, une fois qu'on dit let's go, tout roule. Une fois qu'on est lancé, c'est hyper facile et ça devient une évidence. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de se lancer. Je dirais let's go. Ne pas trop réfléchir au moment du lancement. T'es d'accord ou Je suis d'accord. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ou... Non, je suis d'accord. Et après, effectivement, des podcasts comme le tien, ou comme d'autres, ou même sans passer par le podcast, parce que là, on rencontre, vous n'entendez que nos voix, envoyer des messages, demander des appels à des gens qui ont fait des projets comme ça, qui vous intéressent, des trucs qui ont des liens avec ce que vous voulez faire, et rencontrez-les en vrai, ou au pire par téléphone, mais vous vous rendez compte que c'est des gens normaux. C'est des gens comme tout le monde qui, juste au bout d'un moment, avaient cette envie plus forte que la peur qui les bloquait, et qui, du coup, y sont allés, et ils vous permettront aussi de vous rendre compte que vous pouvez le faire. Donc, en 2 mots, d'avoir... N'ayez crainte. C'est ça, n'ayez crainte. Parfait. Est-ce que vous auriez des liens vers lesquels rediriger les personnes qui aimeraient en lire plus sur vous ? Parce que finalement, moi, j'ai vachement balayé l'aspect humain du projet, mais pas l'aspect technique, ni vraiment de votre étude. On est disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est @agvo. Projet Agvo. Projet Agvo. De toute façon, tout sera en description. Mais... Et pareil, on a un site internet, Projet Agvo. Le plus fourni est quand même le compte Instagram. Et on a la nouvelle équipe Agvo 2024, 3 filles à vélo qui sont actuellement en Australie pour travailler sur les questions de sécheresse et de quantité d'eau là-bas. Donc vous pouvez aller les suivre. Écoutez, et on reste disponible aussi pour toute question, même à titre personnel. Ouais. La rencontre n'est pas finie. 3 petits points. Merci beaucoup pour votre temps et pour vraiment ce partage qui, je pense, j'espère en tout cas, on inspirera et on fera rêver plus d'un et aidera à oser passer à l'action chacun à son tour. Merci beaucoup. En vrai, c'était trop chouette. Merci à toi, en vrai, de nous avoir permis d'échanger et de parler plus de notre projet sur un temps long. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?